Et bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième édition de notre congrès annuel. Malgré les grèves, malgré tout ça, je pense qu'on aura quand même un bon nombre de participants. Il y a beaucoup de partenaires qui sont présents, donc faut pas hésiter à aller les voir. Cette année, on a choisi comme thème la déformation rachidienne, la scoliose. Alors ça parle pas forcément à tous les neurochirurgiens, c'est quand même très orienté orthopédie, mais je pense que les topos de cette année vont permettre de donner des bonnes informations à tout le monde et que tout le monde trouvera plein de choses à apprendre durant cette journée. Pour débuter, on va commencer par le symposium, par le premier symposium, l'introduction à la déformation rachidienne. Le modérateur Vincent Chalier va continuer l'introduction. Bonjour à tous, mais merci d'être là. Je l'avais dit l'année dernière, mais je pense que je le dirai tous les ans. Merci à la JCR de m'avoir invité et surtout bravo à vous d'être là parce que ça me flatte énormément, vous soyez là pour moi. Et je voulais vous dire aussi bravo d'avoir embrassé ce métier de la chirurgie vertébrale, qui est un métier difficile mais passionnant. On est des artisans, on est des scientifiques. On est des pilotes de Formule 1, comme je l'avais dit à la SFCR il y a quelques années. Il nous manque la carte influenceur, mais ça va arriver. Donc je m'appelle Vincent Chalier, je suis chirurgien vertébral orthopédiste à Périgueux. J'ai eu l'immense honneur de travailler avec Virginie Lafage et Franck Schwab entre 2013 et 2014, en fait nos 10 ans de collaboration. Et je suis ravi parce que j'ai appris que Léonard allez partir à New York dans 2 ans, et je vous invite, si vous êtes intéressé par l'aventure américaine, à venir me voir pour prolonger un petit peu cet héritage des petits Français qui partent à New York. Alors sans transition, on va démarrer. Avec le grand historien de la colonne vertébrale, Jean Meybloom, pour le rappel historique. Bonjour à tous. Alors pour certains, c'est un topo que j'ai déjà fait quelques fois, mais on essaye de compléter à chaque fois, parce que malheureusement ou heureusement, on peut en parler pendant des heures. Alors c'est une histoire et pas l'histoire de la chirurgie rachidienne, parce que le sujet est tellement vaste qu'on peut ne pas s'arrêter. J'ai essayé de focaliser un petit peu la présentation plutôt sur la scoliose, bien que tout soit un peu intriqué. Pourquoi est-ce qu'on a fait j'ai choisi de m'y intéresser, c'était le sujet de ma thèse, c'est que celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, car il ne sait pas où il est. En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir. Et je pense que pour éviter des erreurs, on a eu un topo au DU avec le professeur Fuentes. Il disait qu'on refait toujours les erreurs qui ont été faites avant, de tenter de diminuer les montages, mais ça ne marche pas. Et donc, il ne faut pas hésiter à apprendre pour faire cette thèse. Je n'ai pas hésité à contacter plusieurs chirurgiens, Dr Vital, et c'est avec ces personnages-là qu'on peut, je pense, apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur nos pratiques et l'avenir. En feuilletant un petit peu pour faire cette présentation, je suis tombé sur ce programme de la première journée de la scoliose en 1979, présidé par Jean-Claude Demauroy, qui fait un gentil parallèle avec notre présentation d'aujourd'hui. Bon, le plan, il est en 2 parties. Une première sur les principes fondateurs à la chirurgie rachidienne, qui ne sont pas véritablement vous verrez, c'est pas vraiment de la chirurgie en tant que telle, mais c'est ce qui a permis d'y arriver. Et ensuite, le développement de la chirurgie au travers de différentes interventions. Donc on va tout de suite faire un bond jusque dans l'Antiquité, avec notamment à l'époque des Égyptiens, dans les papyrus d'Edwin Smith, on retrouve une description de lésions rachidiennes. Alors, il n'était bien sûr pas question de prise en charge, mais ils avaient bien compris qu'un patient qui avait une lésion médulaire était condamné. Et ils avaient à l'époque des petits principes de prise en charge, notamment l'application de viande fraîche sur les fractures ouvertes pour essayer de les garder un peu stériles. Ensuite, il y a une légende indienne qui retrouve que le seigneur Krishna avait réussi à à tenter de réduire la déformation rachidienne d'une de ses servantes en posant son pied sur les orteils de la patiente et en tractant dans l'axe,
qui prouvent qu'on avait déjà des déformations de la colonne et on essaie de comprendre comment les réduire. Ensuite, il faut attendre Hippocrate, qui est le père donc, de la médecine et de la chirurgie rachidienne. Il va décrire les pathologies rachidiennes en développant les contusions médulaires, les déformations, les contusions, les compressions, les fractures. Il y avait une entité à part qui était la fracture d'épineuse, qui était très simple pour diagnostiquer. Ils n'avaient pas d'imagerie, ils n'avaient rien de particulier. Il tente les premiers traitements plutôt par manœuvre externe. Vous voyez que des choses qui semblent un peu barbares pour essayer de réduire les déformations. Il émet les premiers principes de chirurgie rachidienne. Il émet notamment les concepts de chirurgie par voie antérieure. Mais il met en garde contre des charlatans qui les pratiquaient. On se dit bien qu'une chirurgie par voie antérieure sans asepsie, à cette époque-là, était quand même assez compliquée. Et donc, il a le principe de primum non nocere. Effectivement, quelquefois, il vaut mieux s'abstenir que de laisser la nature faire. On a d'autres personnes entre-temps, notamment Hérophile de Chalcédoine qui faisait des vivisections. C'est de l'anatomie sur des prisonniers. Ça a rapidement été interdit, même si c'est comme ça qu'ils ont découvert les premiers principes, notamment sur à quoi servaient les nerfs. Galien est reconnu comme l'anatomiste de l'Antiquité, en se basant, lui, non plus sur les vivisections, mais sur l'analyse des gladiateurs. Il était médecin des gladiateurs, donc il a permis de se baser sur ses observations. Et notamment, il comprend les fonctions de la moelle épinière et à quoi servait tel ou tel nerf en observant les lésions. Léonard de Vinci s'intéresse à la biomécanique du rachis. Il est assez peu connu pour ses schémas qu'il avait gribouillés dans ses calepins, avec notamment une bonne observation de la lordose. On a plutôt retenu Vessal comme anatomiste scientifique, alors que vous voyez que sa représentation de la colonne vertébrale n'est pas du tout réaliste. Il y a aussi Léonard de Vinci qui compare, et c'est un exemple que j'utilise beaucoup avec mes patients, la colonne vertébrale au mât d'un bateau avec les gréements qui sont la musculature, et qu'en gros la colonne vertébrale sans muscle ne sert à rien. C'est comme une avancée pour cette époque-là. On a à la Renaissance Hildanus qui développe une technique de réduction qui nous paraît barbare, mais c'est quand même quelque chose qui a au moins l'honnêteté d'exister, en mettant une aiguille en argent dans les épineuses et en faisant une traction par manœuvre externe, et si ça ne marchait pas, il ouvrait le patient. C'est-à-dire qu'à l'époque, les lésions rachidiennes étaient simplement... on parait la plaie, on retirait les ischiosseuses et on s'arrêtait là, il n'y avait aucune technique de réduction. Ambroise Paré, lui, continue selon les principes d'Hippocrate. Il comprend qu'une fois que le patient a atteint sa maturité, on ne pourra plus corriger la déformation, et en se basant là-dessus, il développe le premier corset qui était en fer, ajouré pour essayer d'en réduire le poids. Ensuite, au XVIIe, XIXe siècle, on a plusieurs personnages importants. Nicolas Andry qui développe le terme d'orthopédie, qui était l'art de prévenir et de corriger les déformations chez les enfants. Il dessine l'arbre tort qui sera le symbole de notre société savante. François Levaché, il développe le jurimas qui est en haut, c'est une espèce de corset avec une traction axiale. C'est la première fois depuis Hippocrate qu'on tente de corriger les déformations rachidiennes, non plus en façon statique allongée, mais en gardant le mouvement. On a effectivement ici l'ancêtre du cadre de Cottrell, avec une tentative de traction et de dérotation en même temps. Jean-André Venel, lui, développe le concept de 3 dimensions de la scoliose, qui va être ensuite vraiment mis en avant par Jean Dubousset, M. Cottrell au XXe siècle. Et Delpech et Praz pensent qu'on peut, par l'activité physique, essayer de corriger la déformation. Et donc pour ça, ils vont développer plusieurs outils avec des balançoires, des espèces de formes de traction. Ils ont permis de développer les premiers centres pour prendre en charge la scoliose de façon organisée, même si voilà, ces techniques-là n'étaient pas forcément les plus fortes. Il faut savoir que la scoliose, aujourd'hui, on parle vraiment de scoliose sur les scolioses idiopathiques ou dégénératives. À l'époque, c'était toutes les déformations, et c'est Percival Alpott qui comprend que la déformation n'est pas la cause, mais la conséquence, et principalement de la spondylodycite, avec des premières tentatives de drainage des abcès, qui sont souvent compliquées d'infection. Et il y a une controverse entre Klein et Charles Bell. Klein pense que, comme pour le cerveau, on peut tenter des trépanations de la colonne vertébrale
en faisant ce qu'aujourd'hui est la laminectomie. Malheureusement, ces premiers cas ont été des échecs, et ce qui a permis à la controverse avec Charles Bell qui a proscrit ces techniques. Donc, on tente de la chirurgie, mais ça ne marche pas. On a comme les premiers principes d'anatomie, de la fonction, on cherche, on n'a pas encore trouvé. Ce qui va permettre véritablement l'avènement de la chirurgie achillienne, c'est Röntgen avec la découverte du rayon X et donc de l'imagerie, et Semmelweis, Spicer et Lister qui vont développer l'asepsie pour éviter aux patients de mourir. Parce que pour l'instant, on comprend ce qu'il faut faire, mais ça ne sert à rien, les patients décèdent tous. Et en 1829, Smith réalise la première véritable laminectomie. Alors, il y a déjà eu d'autres cas avant expliqués dans la littérature, mais les patients décédaient. Et là, pour la première fois, il opère un malade, le patient survit et surtout s'améliore. C'était suite à une chute de cheval, il avait une compression achillienne, alors je ne sais pas si c'était médulaire ou radiculaire, mais pour la première fois, on a une ébauche d'amélioration avec un patient qui survit. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme le premier cas véridique de laminectomie. Ensuite, donc, maintenant on arrive à opérer des malades et qui survivent, il faut tenter de les traiter. Donc on a les premières fusions en 1911 avec Fred Albee qui fait une décortication et qui greffe une pièce tibiale au niveau des vertèbres sans aucune fixation, avec un corset au décours. Et en même temps Hips qui fait la même chose avec le produit de décortication des épineuses pour faire une greffe locale. On a les premières fixations initialement avec 10 fils de soie et d'argent, avec Wilkins et Adra, soit autour des articulations, soit autour des pédicules ou des épineuses. La véritable avancée en chirurgie de la déformation, c'est Harrington avec ses fameuses tiges. Vous avez l'exemple ici, qui au début des années 60 va véritablement transformer la chirurgie de la colonne et se développer aux États-Unis et dans le monde, initialement pour la déformation, puis pour les fractures. Initialement, c'était sans fusion avec simplement 2 tiges en distraction. Malheureusement, il y a eu beaucoup de mobilisation d'implants. Il faut savoir que les patients étaient immobilisés dans des corsets pendant des mois après. Après, il y a ajouté la fusion. Et il y a un effet malheureusement paradoxal à ces tiges qui étaient purement en distraction, c'est d'entraîner des dos plats. Vous voyez un peu la technique ici appliquée à une fracture. Et vous voyez des complications tout à droite avec la tige qui fait saillie. Et on en a plus beaucoup aujourd'hui, mais certains de nos maîtres en ont opéré. Il y avait quand même des complications avec des dos plats et puis parfois des progressions au-dessus et en dessous en fonction d'où étaient placées les tiges. Quelques années plus tard, Luque, qui était chirurgien au Mexique, s'était intéressé à la tige de Harrington. Malheureusement, sa population n'était pas suffisamment riche pour pouvoir se payer ces tiges-là. Et il ne pouvait pas appliquer à ses patients un corset pendant des mois avec les climats de Mexico. Donc il développe sa propre instrumentation avec 2 tiges en L fixées avec des liens sous la mer métalliques qui seront les prémices de ce que va développer après Kevon Mazda au XXe siècle. Le problème donc il développe la première correction segmentaire. Il évite comme ça la contention post-opératoire, mais avec des risques neurologiques liés au passage des liens. Hop là. Donc vous voyez la technique développée par Luque. On a Dwyer qui développe pour contrebalancer la tige d'Harrington ces traitements par voie antérieure, qui est un peu quand même l'ancêtre aujourd'hui du VBT, avec malheureusement des syphoses en région lombaire dues à la traction antérieure, qui ont fait que cette technique a été abandonnée pendant des années, et notamment avec des lâchages de liens ou des effets un peu vilebrequins au-dessus et en dessous. Fort de ces différents exemples, on a Jean Dubousset et M. Cottrell qui développent, qui cherchent à développer une autre instrumentation. Donc, M. Cottrell avait déjà développé le cadre, il avait développé son plâtre EDF, le DTT qui permettait de rendre un peu plus rigide les tiges de Harrington. Et en 1983, il développe sa propre instrumentation qu'ils vont poser à Saint-Vincent-de-Paul sur une patiente atteinte d'ataxie de Friedreich. Et c'était le premier cas avec des tiges filetées et des crochets qui étaient mis de façon à corriger la déformation. Ils vont faire comme ça une dizaine de cas. Et un jour, ils vont tomber sur un patient qui avait une telle déformation qu'ils n'ont pas pu appliquer la tige. Ils l'ont cintré avant et ils ont réussi à la faire rentrer dans les implants comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé la technique de dérotation. Donc voilà un exemple de ces vis en
voit encore un petit peu qui traînent dans certains malades, mais ça reste quand même des instrumentations assez anciennes avec une tige diamantée. Vous voyez, il y a un espèce de petit boulon qu'on serrait dessus. C'est proche de nos techniques, mais ça a quand même un peu évolué. Rien à voir avec la scoliose, mais au niveau de la traumatologie rachidienne, il y a Boller qui développe une technique de traitement orthopédique avec une réduction en hyperlordose, une contention et surtout une rééducation précoce sous plâtre. Donc là, on a vu les techniques de correction, de greffe et les techniques de fixation avec de vissage. Alors même si les Américains essayent de s'accaparer le vissage pédiculaire, les premiers vissages étaient développés par les Américains, mais c'était sur des visages plutôt transarticulaires, avec notamment King et Boucher, qui n'ont rien à voir avec le visage pédiculaire. Vous voyez les premiers exemples avec les principes qu'ils ont développés. On a eu aussi une tentative de synthèse interépineuse, notamment JFK a été opéré avec ce type de plaque. Malheureusement, on sait que l'épineuse n'a aucune propriété biomécanique et ça s'est souvent conclu par des arrachages ou des sepsis. Notamment, JFK, il a fini avec un corset toute sa vie jusqu'à une sombre journée. Et donc, c'est Raymond Roy-Camille qui, en 1963, invente le vissage pédiculaire sur une patiente qui était atteinte qui avait fait une action de la voie publique, qui était hospitalisée à Garches. Il y avait une laminectomie faite par des neurochirurgiens et le patient avait pu, le nursing était compliqué avec une position assise difficile compte tenu de l'instabilité de la colonne. Et donc on demande à M. Roy-Camille d'essayer de tenter une synthèse. Malheureusement, on ne pouvait pas mettre de plaque interépineuse, il y avait une laminectomie qui avait été faite. Et donc il était anatomiste, il a opéré la malade, il a tenté de mettre comme il pouvait les vis. Et on a l'exemple en haut de cette patiente où il a compris rapidement que c'était le pédicule, le point où l'ancrage se faisait le plus solidement. Et au décours, il a développé ses propres plaques et son visage qui initialement était tout droit, puis McGurl va le modifier pour en faire un visage véritablement pédiculaire. Donc voilà l'article, le princeps de la fixation pédiculaire. Donc McGurl modifie, il développe un fixateur externe, on comprend vite que ça a été abandonné parce que le nursing devait être un peu difficile. Il est transformé ensuite par Dick Eckleger en fixateur externe avec le même principe, puis on a les chirurgies percutanées avec le premier ancillaire sextant, qui permettait que de faire 3 étages, et les premières vertébroplasties par Durand et Galibert en France, initialement pour des tumeurs, puis appliquées à la traumatologie. Très rapidement sur la hernie discale, qu'initialement on a considéré que c'était une tumeur pendant des années, avec une approche transdurale au début du siècle, qui a été le gold standard de la chirurgie de la hernie pendant une trentaine d'années. Il faut savoir qu'il y a 2 équipes à la Jeunine et Petit Uti qui avaient décrit plutôt comme un phénomène dégénératif qui est voulu publier, et ils ont été interdits par leur mentor. Et c'est Mixter et Barr qui l'ont publié dans le New England en 1934. Initialement, pareil, ils avaient été retoqués en disant qu'on ne pouvait pas, ne pas attribuer à une tumeur la hernie discale. Pour la fusion, il y a l'arthrose posterata, donc on a déjà vu avec Ips et Albi, puis on a utilisé un greffon un greffon postérieur qu'on mettait au niveau des épineuses avec une décortication. La PNIF est développée par Briggs Milligan et Cloward, qui était chirurgien à Honolulu après l'attaque de Pearl Harbor et qui a eu beaucoup de discopathes à opérer. C'est Arms et Rollinger qui développent la TELIF, qui diminuait le risque neurologique dû à l'attraction du sac dural. La LIF, elle est développée par Kapner et Burns sur des lésions plutôt de mal de pote par voie antérieure, initialement en faisant des forages trans-S1 avec une mise en place d'un greffon tibial. Après, c'est repris avec l'équipe de Hong Kong avec Hudson et Stock pour améliorer cette technique avec des greffons. 2 greffons, un avec une propriété plutôt mécanique en fer à cheval et un plutôt spongieux pour permettre la greffe, avec vous voyez, une suture assez élégante du ligament devant, ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. Les techniques plutôt latérales avec l'OLIF, XLIF, LLIF développées par Mayer, Bergley et Pimenta dans les années 2000, donc c'est relativement récent avec des tentatives en plutôt célioscopiques. La prothèse de disque, alors c'est pas directement lié à la scoliose, même si certains de nos confrères n'hésitent pas à en mettre sous des gros montages. Initialement avec des billes de Vitalium
qui ont été un échec avec des impactions de toute la série des années plus tard, puis les premières prothèses avec différentes mobilités. Donc quel est l'avenir en chirurgie du rachis? Probablement l'imagerie 3D navigation a pris une part très importante dans nos pratiques. La robotisation, le MIS et l'ARAC pour diminuer les lésions musculaires et augmenter la mobilité du patient rapidement. L'usage unique, des chirurgies personnalisées avec des tiges sur mesure, des communautés comme la SFCR, la SRC, la JCR pour permettre de mettre en commun les données et augmenter améliorer nos pratiques. L'intelligence artificielle. C'est un marché en pleine expansion. Les vis pelliculaires aux États-Unis dépassent quasiment le marché de la prothèse de hanche et de genou, avec des perspectives d'avenir. Il faut faire attention à ces paraboles de Scott où certains traitements ont une progression exponentielle. On a vu la prothèse de disque qui nous avait été promis comme l'avenir de la chirurgie archidienne et qui certes est toujours pratiquée, mais on est un peu revenu dessus en limitant peut-être les indications. Il faut faire attention au phénomène de l'offre et de la demande avec des laboratoires industriels qui nous permettent aujourd'hui d'organiser des journées comme aujourd'hui. Il faut faire attention que ce ne soit pas eux qui dictent nos pratiques et transforment en créant de la demande avec de l'offre. On a vu initialement que les implants étaient en titane, il y a eu l'avènement du pic et aujourd'hui on revient au titane. Donc voilà, il faut rester maître de nos indications. Le coût de la navigation qui a un coût important pour les structures, parce que c'est un gros investissement, sans aujourd'hui véritablement rendement outre la sécurité du geste. Et le coût de la formation, parce que c'est effectivement de très bons outils. Moi, j'aime bien faire ce parallèle avec le radar de recul. C'est effectivement très pratique de faire un créneau avec un radar de recul, mais si on n'a jamais appris à faire un créneau sans, le jour où la navigation tombe en panne, on peut être vite embêté. Donc c'est sûr qu'on gagne en efficacité, en rapidité pour la formation des jeunes. Il faut tout de même qu'ils sachent contrôler la machine. Et l'avenir de la chirurgie archidienne, initialement, quand j'ai fait ma thèse, on disait que le métier de chirurgien avait un risque d'automatisation élevé à 52%. Quand j'ai repris le même site, on est tombé à 8,73%. Donc peut-être que le Covid nous a permis de montrer qu'on était nécessaire. Enfin, pour finir, une petite phrase d'Hippocrate qui dit que la médecine a toujours existé depuis la nuit des temps. La route nous a été révélée et beaucoup de bonnes choses ont été découvertes. Il reste encore beaucoup à découvrir si on se base sur ce que l'on sait déjà pour en demander plus. Et puis, la phrase de Raymond Rocamy, qui a été son fier de lance toute sa carrière, droit devant, une devise pour un pellicule et pour une vie. Merci Jean, et je vous conseille à tous, si vous démarrez la chirurgie vertébrale, il y a un des écrits qui est fondamental, c'est la thèse de Jean. Ça va vous permettre d'illustrer un petit peu, parce qu'il va un petit peu plus en profondeur. Et sans transition, on poursuit avec les bases de la biomécanique rachidienne avec Renan. Merci Jean pour tous ces rappels historiques. Pour cette deuxième présentation, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet avec l'analyse de l'équilibre sagittal, parler vraiment chirurgie, j'ai trouvé que c'était intéressant de débuter par quelques diapos assez simples. C'est des notions que tout le monde a, mais c'est notamment pour les plus jeunes d'essayer de comprendre le rachis comme étant en fait quelque chose de global. C'est pas seulement des vertèbres, c'est un ensemble avec des muscles, des ligaments, et il faut que tout cet ensemble fonctionne plus ou moins parfaitement, dans l'idéal parfaitement, pour permettre la vie, l'équilibre, et c'est ce qu'on va essayer de voir. La présentation elle va s'axer autour de trois parties. On va voir tout d'abord un aperçu général de la colonne vertébrale, puis l'organisation anatomique du rachis, et essayer de comprendre l'application de ces mécanismes biomécaniques dans l'analyse de l'équilibre et de la posture. Vous savez tous que la colonne vertébrale est constituée de 24 vertèbres, de 4 courbures sagittales, et ces courbures elles vont avoir en fait deux impératifs qui sont contradictoires. Le premier c'est celui de la mobilité qui est nécessaire pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, et aussi celui de la rigidité. La rigidité c'est pour protéger le système nerveux central, et c'est pour avoir le support du système musculo-ostéo-articulaire et le support du poids de la tête. Ça a été décrit par M. Dubousset en 1975 avec le cône d'économie. C'est quelque chose de primordial dans la compréhension de la biomécanique du rachis. C'est encore une fois, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est
C'est un chirurgien français, hein. Tout ça c'est des choses qui ont été développées par les Français. Et c'est encore aujourd'hui totalement appliqué et totalement dans l'air du temps. L'idée du cône d'économie de Dubousset, en fait, c'est d'organiser le rachis sous la forme d'une vertèbre céphalique. La vertèbre céphalique, elle permet de maintenir en fait le regard horizontal. On a ensuite la vertèbre pelvienne qui fait suite ensuite au polygone de sustentation. Tout ça, l'idée, c'est de former en fait un alignement, l'alignement qui va être statique. L'alignement, c'est ce qu'on va mesurer par exemple sur une radiographie en EOS, et par contre un équilibre qui est lui dynamique. L'équilibre, il nécessite d'être au centre du cône d'économie pour être le plus économe en énergie. Si on sort du cône, comme vous voyez sur la partie droite de la diapositive, il va y avoir beaucoup plus de muscles qui vont entrer en jeu. Qui dit plus de muscles dit plus d'énergie, et lorsqu'on va proposer des chirurgies de correction vertébrale, ça va entraîner des tensions supplémentaires et un risque de complications, notamment de kyphose jonction d'aile proximale. La colonne vertébrale, comme je disais en introduction, c'est pas seulement des vertèbres. On va retrouver des tissus doux, des tissus durs, les os et les cartilages. On connaît bien, on connaît leur phase de croissance, leur phase de maturation, mais surtout des tissus mous, les disques, les muscles, les ligaments, les fascias et les aponevroses. C'est décrit dans les dissections comme les tissus blancs, et l'idée dans les futurs travaux à venir, ça va vraiment être d'étudier leur dégénérescence. Vous avez en bas la classification de Goutaillé, qui est une classification qui va regarder en fait le taux d'infiltrat graisseux dans les muscles, avec une infiltration qui augmente au fur et à mesure de l'avancée en âge. Tout ça surajouté avec la perte de hauteur discale physiologique, ça va entraîner petit à petit une perte de lordose lombaire et toutes les complications qui s'en suivent qu'on va voir juste après. La colonne vertébrale, elle est principalement organisée autour du segment mobile rachidien. Le segment mobile rachidien, c'est un complexe disco-ligamentaire avec le ligament longitudinal antérieur devant, le ligament longitudinal postérieur, les ligaments interépineux, et tout ça, ça va former en fait une unité fonctionnelle qui va être deux vertèbres adjacentes avec leur structure. Ces vertèbres, elles vont avoir des centres de rotation, des mouvements combinés, et ça va permettre d'avoir une résistance et une élasticité. Des contraintes en compression qui vont se faire majoritairement sur l'avant de la vertèbre et des contraintes en cisaillement sur la partie postérieure. Le rachis, il est décrit comme un modèle à 3 colonnes selon lui. C'est-à-dire que le maximum de charge va passer par le corps vertébral et le disque avec une augmentation du volume et des masses de haut en bas. On a la loi de Wolff qui stipule que l'os chez une personne ou un animal en bonne santé s'adaptera aux charges sous lesquelles il est placé. Concernant la répartition des forces sur la colonne vertébrale, vous voyez que 75 à 97% des forces vont agir en compression sur la partie antérieure du corps vertébral, et on va avoir du coup une organisation particulière de l'os qui va se faire avec une organisation trabéculaire. Tout ça, cette organisation, elle n'est pas faite par hasard. On va introduire la notion de flambage, ou flambement, en fait c'est le phénomène mécanique d'instabilité d'une structure élastique qui, pour échapper à une charge importante, va exploiter un mode de déformation non sollicité. Pour imaginer ça, on peut penser un peu à une règle en métal. Une règle en métal, elle est souple, et elle va permettre, quand on va la plier, de pouvoir changer de forme très facilement. Le segment osseux, donc, il est caractérisé par les travées osseuses, c'est des organisations en cylindre, et ça limite également le risque de flambement. Au microscanner, ça donne cette image-là, avec une perte au fur et à mesure de l'avancée en âge, ce qui va en fait correspondre au risque augmenté de fracture osséoporotique. Au niveau du segment mobile rachidien, les articulaires postérieures vont avoir un rôle important. Elles vont guider les articulations, contraindre le mouvement des vertèbres, faciliter la transmission des charges appliquées à la colonne, contribuer à la stabilité et limiter tout ce qui va être mouvement inapproprié des vertèbres adjacentes. Ça, par contre, il va y avoir un risque sur certaines forces en cisaillement avec une faiblesse possible au niveau de ces articulaires. Le ligament jaune, comme vous savez, il est constitué de deux couches, une couche superficielle de 2,5 à 3 mm d'épaisseur, une profonde de 1 mm d'épaisseur. Le ligament jaune, il va agir en fait surtout lorsque on va être face à une force en traction. C'est en fait l'inverse d'une force en compression.
En compression, le ligament il va avoir un risque de flambage immédiat. Ça, avec sa force de traction, ça va permettre de limiter les mouvements excessifs et donc d'avoir une protection du système nerveux central accrue. Le disque intervertébral, qui est évidemment un élément indispensable pour la mobilité du rachis, mais aussi pour absorber les chocs, ça va permettre en fait de supporter et de transmettre d'une vertèbre à une autre les charges et de redistribuer celles-ci en amortissant le mouvement de l'eau contenu dans le disque. En fait, ça va se comporter comme un solide visco-élastique. Plus on va avoir une force importante qui va se mettre au niveau du disque, surtout au niveau du nucléus, et plus l'énergie va être grande et plus la résistance va augmenter. Le disque, c'est pas seulement des ligaments, hein, c'est constitué d'eau, c'est constitué de 85% d'eau dans le noyau, 70% dans l'anneau, et ça va donc avoir cet aspect et ce fonctionnement sous forme de solide visco-élastique. La pression sur le disque, elle est variable également. Au cours d'une journée, en fait, ce qu'on va voir sur la diapositive suivante, le disque il va suivre un rythme circadien. On va avoir une charge diurne qui va être équivalente à 16 heures et une phase de repos de 8 heures. C'est-à-dire que pendant sa phase de repos, la hauteur de disque et le volume vont augmenter. Dans la posture allongée, la pression intradiscale lombaire est minimale. Ce serait éventuellement la solution pour ne pas développer de discopathie que de rester couché en permanence. La pression intradiscale, elle varie aussi avec la posture du corps. Elle augmente en flexion, en torsion ou en extension, ce qui fait une augmentation de la pression intradiscale. Elle est minimale en posture allongée, maximale dans la posture debout, et elle augmente lorsque les charges supplémentaires sont portées. On va avoir aussi un rôle du poids au niveau des disques, avec avec une augmentation du risque en cas de surpoids, de la pression intradiscale et du stress de la fibrose annulaire. Tout ça entraînant des lésions précoces du disque intervertébral. De manière générale, le rachis il va se comporter de la manière suivante. Il va y avoir des muscles extenseurs. Ça va permettre une force importante lorsque le rachis est en flexion. Les fascias thoracolombaires permettent de produire une force supplémentaire. Et ça permet de contribuer à la pression intra-abdominale pour le maintien de la tension au niveau des muscles érecteurs du rachis. On va avoir une somme de contraintes et de forces élevées. Ces contraintes et ces forces élevées, en fait, elles vont agir de manière un petit peu symétrique. Et c'est ce qu'on appelle la tenségrité. Donc, la tenségrité, c'est un terme biomécanique, c'est un terme qui est utilisé notamment très souvent en architecture pour permettre de solidifier et de faire tenir certaines structures. En fait, c'est la capacité à un système de se stabiliser mécaniquement par des forces de tension continue et de compression, donc des forces de tension et des forces de compression qui vont se répartir et s'équilibrer. C'est un peu sous la forme de tendeur en fait, et notre colonne vertébrale, elle se comporte de la sorte. On peut également aussi voir la colonne vertébrale sous la forme de la construction navale, en fait, sous la forme d'un système de haubans avec une colonne vertébrale, le mât qui pourrait correspondre à des vertèbres, les haubans aux ligaments et la coque au bassin. Tout ça permettant d'avoir une mobilité qui est accrue avec un angle de flexion total d'autour de 114 degrés, un angle d'extension de 33 degrés et un angle d'inclinaison latérale de 38 degrés. Pour conclure, l'équilibre sagittal et tous les éléments qui sont présents au niveau du rachis, hein, donc ces tissus durs, ces tissus mous, ça va vraiment permettre d'obtenir cet équilibre et de permettre les mouvements de la vie quotidienne. Tout ça en corrélant avec les signes cliniques, les déformations, la dégénérescence liée à l'âge, la perte de hauteur discale, la perte de lordose et toutes les compensations qui vont être liées. L'équilibre sagittal et l'avancée en âge, c'est bien évidemment des compensations qui vont apparaître. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça va être le sujet des topos suivants, mais avec l'âge, on perd de l'extension active de hanche, on a une rétroversion du pelvis, la cascade de compensation qui s'ensuit retrouve un flessum de genou, une syphose lombaire, et peut mener à des situations de déséquilibre antérieur. L'adaptation aux différentes morphologies, décrites par M. Roussouli. La morphologie du pelvis est différente pour chaque individu et est caractérisée par un paramètre invariable qui est l'incidence pelvienne.
pour éviter des paramètres à prendre en compte pour éviter certaines situations de correction et la correction de certains matériels qui ne sont plus couramment utilisés actuellement. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment prendre en compte le respect de l'équilibre loco-régional, d'avoir un équilibre sagittal économique et de regarder au maximum vers l'avenir pour des nouvelles méthodes d'analyse et de compréhension de ces différents éléments, que ce soit osseux mais également musculaires. Voilà. Merci Renan, et on va poursuivre avec Emmanuelle Ferrero, bien sûr, la plus belle. Je la connais depuis 15 ans. Qui va nous parler des types de scoliose, classification, différences étiologiques. Tu veux un micro-cravate ou le micro-phallique? J'ai des devoirs à la journée d'hiver. Donc bonjour à tous, donc, je vais vous faire les types de scoliose. Une petite intro, on va parler des classifications des scolioses idiopathiques, les autres types de scoliose, et on va aussi parler des scolioses bien sûr de l'adulte. Donc il y a deux types de scoliose, il y a la scoliose idiopathique de l'adolescent globalement, et il y a la scoliose de l'adulte, qui peut être soit une scoliose dégénérative, de novo, qui apparaît sur un rachis préalablement axé, ou soit une scoliose de l'adolescent vieilli. C'est des pathologies pas si rares que ça, puisque la scoliose de l'adulte, elle a une prévalence entre 30 et 60%, en prenant un angle de Cobb de 10 degrés, donc certes relativement faible, mais c'est la définition. Et il y a 68% de la population après 60 ans qui aurait une scoliose. Et la scoliose de l'adolescent, ça touche 2% des adolescents. Donc, étiologie des scolioses, il y en a plein. Il y a la scoliose idiopathique, donc actuellement il y a des recherches génétiques en cours et il y aurait une origine génétique dessus. Les scolioses dégénératives, les scolioses neuromusculaires, les scolioses dystrophiques, les scolioses congénitales et les scolioses tumorales et les autres encore. Alors, la scoliose idiopathique. Donc la scoliose idiopathique, c'est une déformation en 3D et c'est une pathologie de la croissance. C'est-à-dire que la scoliose de l'ado, elle s'aggrave quand le rachis grandit. C'est une déformation dans le plan coronal, c'est la face, le Cobb. Dans le plan axial, c'est la rotation, qu'on peut voir sur les clichés de vue de dessus lors des reconstructions 3D, et la déformation sagittale. C'est une déformation 3D qui entraîne une déviation dans l'espace, et cette déviation dans l'espace, elle-même, elle va entraîner une déformation des corps vertébraux et des disques et des ligaments. Vous voyez, ça c'est une coupe axiale de vertèbres d'une scoliose, et vous voyez bien que la forme, elle n'est pas du tout aussi belle que celle qu'on a pu voir sur les topos d'avant, sans déformation. Il y a un pédicule qui est plus large, l'autre qui est complètement dystrophique et très étroit. Le corps vertébral également est déformé, l'arc postérieur est déformé. La cage thoracique, elle aussi, va être déformée. Vous allez avoir les côtes d'un côté qui vont avoir un angle aigu, les côtes de l'autre côté qui vont avoir un angle obtus. Et tout ça, ça s'auto-entretient avec la déformation du rachis qu'entraîne une déformation des vertèbres, et avec les contraintes mécaniques, la déformation des vertèbres qui va entretenir la déformation du rachis, et tout ça, ça va faire une aggravation. Donc les facteurs génétiques, il y a une prépondérance féminine, et c'est 7 fois plus fréquent dans la famille d'une scoliose d'avoir une scoliose. Et dans 66% des cas, c'est le même angle. Vous voyez, ça, c'est 2 patientes qui étaient suivies à Robert Debré par Brice Larbord, je crois. Et vous voyez que c'est exactement le même type de courbure. Là, c'est une autre famille. Alors, tous les enfants n'ont pas la même gravité de scoliose dans la famille, mais vous voyez qu'on sent que c'est la même tendance de scoliose, le même type de courbure. Alors, maintenant, une des premières classifications, c'est selon l'âge. On appelle les scolioses différemment en fonction de l'âge de découverte. Donc, de la naissance à 1 an, c'est la scoliose du nourrisson. Il peut y avoir des scolioses chez les bébés qui naissent. C'est lié à la position in utero. Le plus souvent, ce sont des scolioses qui vont récupérer, sans traitement lourd. De 1 à 3 ans, c'est la scoliose infantile. De 3 ans à la puberté, c'est la scoliose juvénile. Et
dans ces scolioses juvéniles, il y a les early onset scoliosis, qui sont un vrai sujet de traitement, car c'est des scolioses qui peuvent être sévèrement évolutives, et le pronostic chez ces enfants, c'est d'arriver à les faire grandir sans bloquer la croissance de la cage thoracique, donc sans bloquer les fonctions respiratoires. Et à la puberté, vous avez la scoliose de l'adolescent, bien sûr. Donc la puberté, c'est facile chez la fille, ça s'évalue et se décrit avec l'apparition des règles. C'est plus difficile chez le garçon, où on prend en compte l'apparition de la pilosité et des signes de puberté. Et pourquoi c'est important de décrire et d'avoir des classifications ? C'est pour savoir de quoi on parle finalement et qu'est-ce qu'on peut prévoir comme pronostic et comme évolution. Vous voyez ce graphique qui a été fait par Madame Ginette Duval-Beaupère. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une grande dame qui a fait beaucoup avancer la chirurgie du rachis et l'analyse, surtout du rachis pour les opérer, qui est morte récemment. Et donc elle a décrit cette évolution de l'angle de Cobb en vert en fonction de l'âge. Et vous voyez que plus la scoliose arrive jeune, plus le risque d'aggravation et de finir avec un angle de Cobb élevé est importante. Donc il ne faut vraiment pas passer à côté, il faut se méfier des scolioses chez le petit enfant. L'autre critère pour savoir face à quel type de scoliose on est et où on en est de la puberté, c'est le score de Risser. Donc Risser 0, pas d'apparition du cartilage de croissance sur les crêtes iliaques. Risser 1, vous avez un tout petit bout qui apparaît en externe. Risser 2, il évolue vers le médial. Risser 3, il a atteint quasiment la partie médiale de la crête. Risser 4, il commence à fusionner à partir de la partie médiale. Et Risser 5, c'est complètement fusionné. Alors, comment on va différencier un Risser 0 d'un Risser 5 ? Est-ce que vous avez des idées ? Finocco. Voilà. Vous regardez les autres cartilages de croissance. Vous regardez les grands trochantères. Si les grands trochantères ils sont encore ouverts, par exemple, on va plutôt être sur un Risser 0. Vous pouvez regarder aussi les cartilages en Y. Vous pouvez regarder les cartilages des têtes humérales qu'on voit souvent sur le télérachis. Donc là, vous avez deux scolioses. Quel est le Risser de la première, selon vous ? C'est celle-là, hein, la première. Bon, allez, il y a 5 chiffres, c'est pas très dur. Lancez-vous au moins. 0 ? Ouais, je pense que c'est un 0. Vous voyez, on voit encore ici un petit peu le cartilage. Bon, le Y, par contre, il est fermé, mais on sent qu'il n'est pas fermé depuis très longtemps. Donc ça, c'est plutôt un Risser 0. Et par contre, celle à gauche, vous voyez que tous les cartilages sont parfaitement fermés. Donc on est plutôt sur un Risser 5. Ouais, à droite. Après, il y a une classification en fonction de la localisation de la vertèbre sommet, ou de l'apex. Donc, entre C7 et T1, ça va être une cervicothoracique. Entre T2 et le disque T11, T12, ça va être une thoracique. Entre T12 et L1, en termes de vertèbres, ça va être une thoracolombaire. Entre le disque L1, L2 et la vertèbre L4, une lombaire. Et L5 et le sacrum, les courbures lombosacrées. Alors, qu'est-ce que c'est ça comme scoliose ? En termes de type de courbure ? Thoracique. Celle-ci ? Ouais, thoracolombaire. Et celle-ci ? Thoracique avec une contre-courbure lombaire. Pour savoir c'est quoi votre courbe principale, vous regardez la rotation des vertèbres en regardant les pédicules. Souvent, la principale va avoir une rotation beaucoup plus importante, donc des pédicules moins bien visibles sur la face. Alors après, il y a la classification de Lenki, parce que bon, c'est vraiment le sujet du topo, les classifications. Donc, la classification de Lenki, elle est très détaillée. Il faut la connaître, puisque c'est la classification qu'on utilise dans les sociétés savantes ou lorsqu'on écrit un papier. Donc, après, dans la pratique clinique quotidienne, c'est moins utilisé. Alors, il décrit les courbures en fonction du type de courbure principale, thoracique, double thoracique, lombaire, thoracolombaire, principale thoracique, principale lombaire. Il décrit que c'est une courbure structurelle par rapport au bending. Il faut que votre angle de Cobb sur les bendings reste supérieur à 20 degrés.
donc une scoliose peu réductible. Et donc ça va être le Lenki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, il décrit les lettres A, B, C en fonction du modificateur lombaire. Donc le modificateur lombaire, c'est la ligne centrale du sacrum. Et A, c'est quand la ligne centrale, elle croise toutes les vertèbres du lombaire. B, c'est quand elle va uniquement toucher un pédicule. Et C, c'est quand il y a la courbure lombaire qui est très importante. Et donc, ça ne touche plus les vertèbres lombaires, la ligne centrale du sacrum. Et le dernier critère de la classification de Lenki, c'est plus, moins ou N pour neutre. Ça parle de la syphose thoracique. Donc ça, c'est l'autre description de la CSVL. Alors, ça, patiente de 18 ans, elle a un angle de Cobb sur la thoracique sup entre T2 et T7 de 38 degrés, T8, L2 de 52 degrés et L3, S1 de 18 degrés. Donc vous diriez que c'est quel type de courbure ? Non, ça reste une thoracique basse. Hein. L'apex, ça va plutôt être la vertèbre, le disque T10, T11. Donc c'est une thoracolombaire. Elle a quoi d'autre comme courbure ? Il y a une petite contre-courbure thoracique et une petite contre-courbure lombaire. Mais est-ce qu'elles sont réductibles ? Donc voilà ces contre-courbures. Vous diriez que c'est quoi alors ? La lombaire, elle est très réductible, d'accord ? Donc ça va rester sur une thoracique, voire une double thoracique. On ne voit pas bien, c'est un peu coupé en haut des hausses. Mais clairement, la lombaire, ce n'est pas une courbure structurelle chez cette patiente. Alors, il y a des gens qui sont intelligents et qui sont très très forts pour publier. Donc il y a un gars qui a refait la classification de Lenki pour les early onset, en gros. Donc on se retrouve avec des 6 S3 plus P1. Donc dans la vie de tous les jours, c'est pas facile en staff. Mais bon, globalement, c'est quand même assez intelligent. Donc, il y a l'âge, c'est le premier chiffre, 6. Ensuite, quel type de scoliose early onset c'est ? Une congénitale, une neuromusculaire, une syndromique, une idiopathique. Donc là, 6S, ça veut dire que c'est 6 ans, une syndromique. Quel est l'angle de la courbure principale ? Moins de 20, 20, 50, 51, 90, etc. Comment est la syphose ? Et comment est l'évolutivité chaque année ? Voilà, bon, il a fait un papier, il a décrit une classification. Il a été publié dans le GEJS. Après, il y a d'autres types de scoliose. Alors, il y a les scolioses syndromiques. À votre avis, le premier là, lui, qu'est-ce qu'il a comme pathologie ? Marfan. Le deuxième ? Le syndrome de Chalier. C'est un Prader-Willi. Et le dernier, les taches café au lait, ça doit vous faire penser à neurofibromatose. Très bien. J'ai le troisième aussi, il y a une petite tache derrière. Ça, c'est la tache mongoloïde, tu as le droit de l'avoir sans neurofibromatose. Donc il y a aussi les scolioses neurologiques dans les autres types de scolioses. Donc quand il y a des anomalies de la moelle, c'est pour ça que moi je vous recommande vraiment de faire un IRM pour toutes les scolioses que vous prévoyez de traiter. Donc vous pouvez avoir une malformation de Chiari, une syringomyélie. Vous regardez sur le raphet médian si vous n'avez pas des poils qui sont anormaux. Vous pouvez avoir une diplomyélie quand vous avez 2 moelles et une diastématomyélie quand la moelle elle est séparée par un spicule osseux. Ça se traite par les neurochirurgiens, mais vous imaginez bien qu'il vaut mieux qu'elle se fasse opérer par un neurochirurgien et avoir fait le diagnostic plutôt que de faire la correction de fusion de cette patiente avec une moelle comme ça. Ça risque de mal se passer. Vous avez les scolioses donc neuromusculaires et les scolioses aussi plus rares, les scolioses tumorales, ça arrive. Donc vraiment l'IRM, la scoliose douloureuse, c'est important de la faire. Vous voyez, ça c'est une jeune fille qui avait une scoliose thoracique droite et sur l'IRM, grosse tumeur de la fosse postérieure qui a été découverte. Vous avez aussi les scolioses dysmorphiques, comme dans les mucopolysaccharydoses. Donc c'est des enfants qui vont avoir ce qu'on appelle des vertèbres rostres. Donc c'est des vertèbres un petit peu trapézoïdales. Ça peut entraîner des déformations coronales, ça va surtout entraîner des déformations sagittales, notamment au niveau de thoracolombaire, comme le premier cas. Et parfois, il y a des compressions médulaires associées parce que ça fait un billot sur la moelle ou sur la queue de cheval et ça peut entraîner des troubles neuraux.
Et vous avez bien sûr les scolioses congénitales, c'est donc une anomalie de l'embryogenèse. Vous pouvez avoir soit un défaut de formation, avec des vertèbres en triangle, un pédicule en plus, une hémivertèbre en plus, ou des défauts de segmentation, c'est-à-dire que la séparation des vertèbres, c'est pas faite, et là vous avez des barres de fusion, donc souvent concaves, parce que le côté convexe, il y a bien les cartilages de croissance, et du coup ça fait des déformations. Là aussi, il y a une description de ces scolioses congénitales. Il y a les scolioses segmentées, où il y a 2 plaques de croissance de part et d'autre de l'anomalie congénitale. Donc là, il y a un risque de déformation qui est important. Il y a les semi-segmentées, où vous allez avoir une des parties de l'hémivertèbre où il n'y aura pas de plaque de croissance, mais l'autre partie où il y en a une. Donc il y a aussi un risque d'évolution, mais moins important. Vous avez les non-segmentées, où vraiment il n'y a pas de plaque de croissance, et les vertèbres incarcérées, c'est-à-dire qu'il y a une modification de la forme des vertèbres adjacentes. Donc ça, vous avez aussi d'autres vertèbres. Vous avez les vertèbres qui sont un peu cunéiformes, et vous avez les vertèbres papillons, qui sont souvent horizontales. Donc en fait, c'est important de le savoir quand vous avez une chirurgie à faire, mais les vertèbres papillons, elles ne vont pas toujours entraîner de déformation. Et puis des fois, vous avez une hémivertèbre d'un côté et une de l'autre côté, donc ça se compense et finalement ça s'équilibre. Donc la scoliose congénitale, il faut bien regarder les anomalies du raphet médian, les hypertrichoses, les angiomes, s'il n'y a pas de tuméfaction, voilà. Vous avez aussi tous les syndromes polymalformatifs qui peuvent être associés, le Vacter, le Klippel-Feil, le Charcot-Levin, la Lagile, le Goldenhar. Tout ça, c'est des syndromes où il y a souvent des hémivertèbres et des anomalies. Donc voici un exemple de scoliose congénitale. C'est souvent des scolioses très sévères, parce que l'évolution est rapide et dans la petite enfance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces parties des scolioses du jeune, de l'ado, de l'enfant, etc. Non ? On passe à l'adulte. Donc, l'adulte, c'est différent. La scoliose de l'adulte, qu'elle soit idiopathique, vieillie ou de novo, une fois qu'on est adulte, ça va être là une pathologie plus de la croissance, mais de l'effondrement. Le problème, c'est que le rachis, il s'effondre, et du coup, il s'effondre en se syphosant, en se tournant. Ça, c'est lié à la dégénérescence discale, à l'arthrose postérieure qui va entraîner un déséquilibre vers l'avant, à la dégénérescence des tissus mous dont on a parlé, les muscles, les ligaments. Ça, pareil, vous allez avoir les haubans postérieurs qui vont arrêter de vous tenir. Donc le patient, il va partir vers l'avant. Ou s'il a déjà une gîte latérale, ça va arrêter de le retenir, donc il va de plus en plus partir sur le côté. Et il y a probablement une cause du système nerveux central. Les gens, là, leur plainte, elle est plus variée que chez l'adolescent. C'est la douleur, c'est la progression de la déformation, et un petit peu quand même la demande esthétique. Donc là aussi, il y a des classifications. Il y a la classification de choix pour l'adulte, qui est peut-être, à mon sens, un petit peu plus pratique que celle de Lemke pour les ados. Donc, il décrit les courbes en fonction de leur apex, thoracique, lombaire, double courbure ou pas de déformation coronale majeure. Et surtout en fonction du sagittal, parce que ça va être ça le challenge chez l'adulte, ça va être la correction de l'alignement sagittal associé. Donc, il y a le paramètre d'incidence pelvienne moins la lordose lombaire. Et en fonction du delta de ce paramètre, 0, plus ou plus, il y a des plus, pire c'est. L'alignement global avec le SVA, donc c'est la plomb line de C7, et la rétroversion pelvienne. Il y a aussi des Européens avec l'équipe de Obed et de M. Chopin qui ont décrit la déformation dans le plan coronal en fonction de la courbure principale et du déséquilibre associé à la courbure principale. Est-ce que votre déséquilibre, il est dans la concavité de la principale ou il est dans la convexité de la principale? Et les modificateurs, là, ça va être la raideur de la courbure principale, la mobilité de la lombosacrée et la dégénérescence lombosacrée. Il y a bien sûr une classification sagittale qui est aussi associée à toute la déformation de l'adulte, c'est la classification de Roussouly, qui a été revue par Kariman sur les plus jeunes avec le type 2 antéversé. Il y a aussi Fetti qui a revu cette classification. Donc c'est pour décrire les différents types de dos, mais je ne vais pas empiéter sur le topo suivant. Sur les adultes, il y a toutes ces classifications, c'est bien, mais néanmoins, ça ne vous épargne pas de bien regarder votre dossier dans le détail, de regarder bien sûr l'alignement coronal, l'angle de Cobb, mais aussi de rechercher les dislocations. Car ça va souvent être les dislocations qui vont être soit les phénomènes associés à l'aggravation de la déformation, et aussi associés à la douleur avec l'apparition de sténose, donc de radiculalgie ou de lombalgie.
Vous faites les bendings chez ces patients pour voir s'ils sont souples ou pas souples et savoir quelles corrections vous allez pouvoir apporter. Et on a vu qu'il pouvait y avoir des scolioses vieillies, idiopathiques. Donc c'est très important de dire à vos patients de garder toutes leurs images. Pourquoi garder toutes leurs images ? Parce que ça nous permet de comprendre, quand on les voit adultes, qu'est-ce qui s'est passé et d'où elles viennent. Ça, à la rigueur, entre guillemets, c'est facile. C'est une scoliose lombaire, 8, 9, 10 ans. Je crois qu'elle a 38 degrés sur la dernière radio. Et, ah mince, j'ai pas sa fin. Et après, vous la revoyez, et en fait, on la voit, elle a 70 degrés de lombaire. Mais souvent, chez les ados, ce qui se passe, c'est qu'elles vont avoir une thoracique avec une petite contre-courbure lombaire. Et la thoracique, elle va rester plus ou moins stable, et c'est la lombaire qui va s'aggraver à l'âge adulte. Donc c'est important de savoir d'où elles partent et c'était quoi leur scoliose principale dans l'enfance. Donc là, vous voyez, c'est un autre petit cas. Donc une patiente qui a une petite lombaire. On voit que sur sa courbure principale, elle est un peu réductible. C'est surtout la lombosacrée qui va nous embêter, où elle ne bouge pas beaucoup. Ça, c'est son scanner. Vous voyez qu'il y a des discopathies. Il y a une dislocation rotatoire en L2, L3. Un spondylo 4-5. Sur la zone de dislocation, il y a une sténose. C'est pour ça que c'est important de bien les rechercher et d'aller rechercher après au scanner si c'est serré. En 3-4, il y a une sténose. En 4-5, il y a une sténose. Donc voilà. Donc cette patiente, si vous la traitez, vous pouvez traiter la sténose, mais il y a un risque d'évolution si vous faites que ça. Donc il faut prendre en compte son âge, sa demande, etc. Donc tout ça pour vous dire que la scoliose, c'est une pathologie complexe. Il faut une prise en charge globale. Il faut faire votre bilan clinique et radiologique pour bien savoir face à quel type de scoliose vous êtes. Bien évaluer la gêne fonctionnelle, hein, c'est pas que les radios. Et les classifications, c'est OK. Ça nous permet de décrire les scolioses, ça nous permet de savoir de quoi on parle, ça nous permet de parler de la même chose quand on fait des topos, des articles, des congrès avec les étrangers. Mais néanmoins, il faut quand même faire le bilan clinique des problèmes et réfléchir au traitement, pas que par la classification. Je vous remercie. J'ai une petite question pour toi, Emmanuel. En pratique, si on est en immersion au staff de l'HEGP, pour les scolioses pédiatriques, comment vous arrivez ? Vous arrivez en disant, alors c'est une 6P3, 6-3PO, D2R2 à HEGP, où on a beaucoup d'adultes ou des ados vieillis, on parle c'est une grosse thoracique de 60 degrés qui penche à gauche, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un déséquilibre coronal ou sagittal, voilà. On n'utilise pas trop, nous, les classifications dans la vie quotidienne. C'est pareil pour nous. C'est peut-être un défaut. Je ne sais pas s'il y a des centres ou dans vos services, vous les utilisez beaucoup au staff. Peut-être en pédiatrie, au moins la Lenki. Seb ? Pour les articles. Pour les articles, ouais. Pareil, au staff, je ne vous dis pas, c'est une Lenki 5. Ce qui est effectivement, en pédiatrie, c'est important quand même, même sans utiliser la classification, d'être capable d'identifier quelles courbures sont structurelles et lesquelles vont devoir être corrigées par l'arthrodèse. Donc dans ce contexte-là, effectivement, ça permet de tous parler le même langage. Mais bon, après, à part ça, ça n'a pas un intérêt majeur, et en tout cas pas pour la décision de traiter ou pas, quoi. C'est vrai que ça reste important, les classifications, parce que c'est un langage en congrès quand même. C'est vrai que quand vous discutez, si vous voulez participer au congrès, au podium, etc., il faut les connaître. Il faut surtout, à mon avis, connaître l'impact thérapeutique il faut que la classification elle a un impact thérapeutique, un impact sur la stratégie, quoi. Merci Emmanuel. C'est vrai qu'on a salué Madame Ginette Duval-Beaupère, hein. Il faut savoir que la chirurgie vertébrale, c'est fantastique, parce que depuis le départ, c'est quand même une histoire de femmes, Ginette Duval-Beaupère, Christine Tardieu, Virginie Lafage, Emmanuel Ferrero, et on a le plaisir d'accueillir Laurence Ménard-Simard pour les paramètres radiologiques généraux et pelviens, comment analyser une télécolonne. Bonjour à tous, donc je vais être un petit peu l'intrus puisque je suis radiologue. Mais non. Alors je vais commencer à vous faire travailler, je vais vous demander de choisir si vous aviez une scoliose, celle que vous préféreriez. Alors n'oubliez pas que les radiologues c'est des fourbes, hein, donc ne vous jetez pas dans le panneau. Voilà, donc alors vous allez, moi je vais choisir celle-ci, vous auriez peut-être choisi celle-ci, et tout ça c'est pour vous introduire en fait que la télécolonne c'est la face et le profil, et qu'une scoliose c'est une face, une profil et une top view, et que finalement si la face c'est le présent,
Le sagittal, le profil, ça sera l'avenir, et c'est tout aussi important, voire plus important pour l'évolution. Donc télécolonne, télérachis, face et profil, on ne fait plus l'un, on ne fait plus que la face. Ça va des conduits auditifs externes au grand trochanter, on verra pourquoi, parce qu'on ne peut pas analyser un profil autrement. C'est en charge, bien sûr, évident, mais c'est en charge sur les deux pieds, et le poids réparti sur les deux pieds. Ça, c'est important pour les adolescents, parce que si on ne fait pas bien attention au positionnement, on va modifier les courbures. Donc souvent, on leur demande de tenir les genoux en extension, sans appui au maximum. Et quand on met un appui, il faut faire attention qu'ils ne se pendent pas sur l'appui. Et puis, il faut utiliser, bien sûr, la technique la moins irradiante possible, puisque la scoliose, c'est une évolution tout au cours de la vie. Donc ça va être une multitude d'irradiations. Alors, j'ai aucun lien d'intérêt avec EOS, mais à l'heure actuelle, la technique la moins irradiante, c'est bien sûr EOS. Le plan de lecture d'une télécolonne, ça va être en premier l'analyse du cadre osseux. Après, on va s'intéresser au bassin, le plan frontal, le plan sagittal, et puis après, on verra la top view. Donc l'analyse du cadre osseux, avant de regarder les courbures, il faut toujours bien regarder le cadre osseux. Pourquoi ? Parce qu'on peut retrouver des lésions osseuses qui vont être à l'origine de la scoliose ou qui vont être secondaires. Et vous avez ici, par exemple, vous avez tous vu qu'il n'y a pas de pédicule. Donc cette déformation, ce n'est pas une scoliose. Et puis on peut avoir une association très fréquente, la lysismique. On la retrouve très fréquemment dans les scolioses. Vous pouvez avoir des Scheuermann, aussi des dystrophies de croissance. Alors là, ça va être secondaire à la déformation. Bien sûr, les malformations vertébrales, je ne vais pas... c'est évident sur celle-ci, mais on vous en a déjà parlé. Et puis un petit point sur le nombre de vertèbres, parce que maintenant qu'on a des beaux clichés, où on peut compter les vertèbres, on se rend compte que le nombre de vertèbres classiques, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les cervicales, en dehors des clip and fight, des défauts de segmentation, c'est 7 cervicales, ça c'est assez stable. Par contre, au niveau thoracique, on va aller de 11 à 13. Et ce qui fait, en règle générale, une vertèbre thoracique, c'est une côte. C'est-à-dire que si vous avez 11 paires de côtes, vous avez 11 vertèbres thoraciques, 13 paires de côtes, 13 vertèbres thoraciques. Et puis les vertèbres lombaires, c'est pareil, on peut aller de 4 à 6, et c'est assez fréquent aussi. Donc après le cadre osseux, on va s'intéresser au bassin. Le bassin, donc avec le stade de croissance rachidienne, parce que ça va être l'évolutivité, pour savoir où est le patient. Alors on vous en a déjà parlé, ça c'est le propre des chirurgiens, ils font toujours le topo des radiologues. Donc le stade de croissance rachidienne, alors le basique c'est le RICER, mais le RICER c'est trop frustre, ça ne nous apporte pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que ça ne nous donne pas vraiment la vélocité. Ce qui va être important, c'est de repérer la vélocité. Alors, les radiologues, ils font aussi le travail du chirurgien. Et donc, la vélocité, elle va se retrouver dans cette zone-là, le pic de vélocité. Et donc, pour voir apparaître, pour savoir entre le 0 et le 1 où on est, eh bien, on va regarder les cartilages en Y. Quand le cartilage en Y est bien visible, on est plutôt sur un vrai 0. Et quand on le voit se fermer, eh bien, on se rapproche du 1. Et donc, on arrive dans la zone de turbulence. Important aussi, faites attention quand vous êtes sur un cliché de face, eh bien votre cartilage en Y, vous pouvez avoir du mal à le voir. Si le bassin est antéversé, vous allez le fermer, donc vous pouvez avoir l'impression qu'il se ferme alors que vous avez un cartilage bien ouvert. Deuxième zone intéressante, c'est quand on va arriver dans la décroissance, eh bien c'est la fusion des trochantères. Le trochanter, il se fusionne par le milieu. Et donc vous regardez votre trochanter, quand il se fusionne, eh bien vous n'êtes plus... vous arrivez vers le 3. Donc c'est des petits éléments qui vous permettent de savoir exactement où on en est. Et quand on surveille un corset, par exemple, ça peut être très, très intéressant. Le bassin, c'est aussi l'équilibre du bassin. Le bassin, il peut être incliné dans la scoliose, il peut être incliné parce qu'il y a une inégalité de longueur. Donc c'est important de décrire la bascule du bassin et dans le plan frontal, mais aussi la rotation axiale du bassin, parce que le bassin, c'est la vertèbre pelvienne, ça va partir dans la scoliose. Peut-être l'élément le plus intéressant, les paramètres pelviens. Donc Madame Duval-Beaupère, on vous l'a dit, une grande dame qui est décédée à 95 ans en janvier. Quand on a pu la voir écouter, c'était quelqu'un de formidable. Et dès les années 90, avec son compère Jean-Luc
Leguet, qui était un chirurgien belge, ils ont décrit les paramètres pelviens. Alors, 3 types de paramètres pelviens. Un qui va être l'incidence pelvienne, qui va décrire la forme du bassin, c'est un paramètre anatomique qui va être la clé de l'organisation sagittale. Et ce paramètre anatomique, il va correspondre à 2 paramètres positionnels qui vont s'associer, la pente et la version pelvienne. Alors rapidement, parce que je pense que maintenant tout le monde connaît bien ça, ils ont décrit ça dans les années 80, pour tracer, si le radiologue ne vous l'a pas tracé, eh bien, l'incidence pelvienne, donc paramètre anatomique, vous prenez la perpendiculaire au centre du plateau sacré et vous reliez le centre du plateau au centre des têtes. Et cet angle-là, donc, va vous donner un critère anatomique dont va dépendre l'organisation lombaire. C'est une répartition selon une courbe de Gauss. Vous êtes tout aussi normal avec 15 que 90, simplement vous n'avez pas le même type de bassin. La pente sacrée, donc, c'est un paramètre positionnel qui va se stabiliser chez l'enfant à partir de l'âge de la marche. C'est le premier à se stabiliser. L'incidence pelvienne, c'est un paramètre anatomique qui va augmenter progressivement, alors que la pente sacrée, dès la marche, il se stabilise. Il est très simple à calculer, plateau sacré par rapport à l'horizontale. La version pelvienne, ça va vous donner le positionnement du bassin par rapport dans le plan sagittal. Et donc cette version pelvienne, elle va déterminer on va le déterminer par le centre du plateau, centre des têtes par rapport à la verticale. Quand on est en avant, c'est négatif. Quand on est en arrière, c'est positif. Alors, un petit élément facile sur une radio, vous regardez le plan de Livinec. Le plan de Livinec, c'est le pubis et l'épiniliaque antéro-supérieur. Vous tracez le lien entre les deux. Si ça penche vers l'avant, votre bassin il est antéversé. Si ça penche vers l'arrière, votre bassin il est rétroversé. Ça vous permet de savoir où vous en êtes sur votre bassin sans avoir à aller regarder les tables. Donc, pour revenir à l'organisation générale du bassin, vous avez donc paramètre anatomique qui va être la clé de l'organisation et 2 paramètres positionnels qui vont bouger en fonction de la pathologie ou simplement de l'âge, puisque l'incidence va augmenter avec l'âge jusqu'environ 10-12 ans selon Maction, et que donc celui-ci va se stabiliser tout de suite. Donc c'est la version pelvienne qui va bouger, et ça va simplement bouger avec l'acquisition de la marche et avec l'acquisition d'une marche proprioceptive qui va se faire à partir des articulations et plus comme le petit avec ce déséquilibre. Tout ça, ça va nous amener au complexe lombo-pelvien qui va déterminer, en fonction de l'incidence pelvienne, eh bien, on va avoir des courbures lombaires et on aura les morphotypes, mais ça, j'en parlerai pas puisqu'on aura un topo après. Le plan frontal, alors c'est peut-être personnellement le moins intéressant. Ce qu'il va falloir déterminer, plan oculaire, pourquoi ? Parce que les enfants qui ont des troubles 10 en particulier, ils peuvent avoir des petits déséquilibres ou les problèmes d'entrée posturale. Les enfants qui ont des amblyopies ou qui ont des troubles oculomoteurs, eh bien, ils peuvent avoir un petit déséquilibre et ça va jouer sur le dessous. Donc c'est important de bien regarder le plan oculaire, le plan scapulaire, voir comment les épaules sont équilibrées, et puis, normalement, l'aplomb de l'épineuse de C7 qui va se projeter sur la médiane sacrée. Et donc, on aura des déséquilibres qui vont se faire d'un côté ou de l'autre, et donc on les déterminera. Le COB, je ne vais pas m'arrêter très longtemps dessus, parce que ça, vous savez tous, ce qui est important, c'est les vertèbres limites. C'est les plus inclinées par rapport à l'horizontale, limite supérieure, limite inférieure. La limite, les vertèbres limites, elles peuvent bouger en fonction au moment de l'évolution de la scoliose. Par contre, il y a l'apex qui va être un peu le dark moon un peu de la scoliose. Ça va être le centre de tout. Et cette vertèbre, c'est toujours la plus horizontale, la plus décalée, la plus en rotation et la plus déformée. Elle ne bouge pas du tout au cours de l'évolution de la scoliose. Donc, il faut bien la repérer parce que ça va servir aussi aux classifications. Alors, le COB... Vous voyez, c'est vraiment le truc le plus difficile à faire. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours faux.
Pourquoi ? Parce que la scoliose, c'est une 3D, c'est une déformation 3D, et donc vous allez projeter une déformation 3D sur un 2D. La radiographie de face, c'est un 2D. Et donc votre angle, en fonction de la façon dont le bassin va être positionné, eh bien, vous allez modifier votre angle. Donc, on a toujours faux. Plus la scoliose est importante, plus le COB est faux. Et donc, on va essayer, pour la meilleure reproductibilité, d'avoir le bassin le plus de face possible, mais ce n'est pas toujours possible. Et donc, la meilleure façon de faire, c'est de faire une reconstruction 3D dans le plan du patient. Rapidement, ça là-dessus, on vous en a déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus. Par contre, ce qu'il faut maintenant, on ne parle plus de sinistro, d'extroconvexe, c'est du passé. La scoliose, la convexité est à droite, l'apex est à droite, et bien on parle de scoliose droite. La convexité est à gauche, on parle de scoliose gauche. La rotation vertébrale, ça c'est un petit peu du passé, parce qu'en regardant le plan sagittal et la tobio, on n'a plus besoin de ça. C'est des classifications que, bon, on regarde, il y en a encore qui le font, peu d'intérêt. Plan sagittal, beaucoup plus intéressant, les paramètres positionnels. On va être au nombre de 4. On en a déjà fait un. On a déjà fait la position du bassin, c'est la version pelvienne. On va avoir l'alignement de la tête sur le bassin, le positionnement du haut du tronc et le positionnement du centre de gravité. L'alignement tête-bassin, c'est la projection des conduits auditifs. Alors, donc vous tracez. Alors, un petit repère facile aussi, quand vous avez du mal à les voir, c'est toujours dans l'alignement de la dent de l'odotoïde. Vous repérez comme ça votre positionnement des conduits auditifs, vous tracez la verticale, et normalement, cette verticale, elle va se projeter dans un petit espace qui est situé entre le centre de la tête et le bord postérieur. Alors ça, c'est un petit peu l'idéal, parce que vous avez vu le polygone, l'équilibre tout à l'heure, il y a des petites variations, mais globalement, c'est à peu près ça. C'est très longtemps stable chez l'enfant. Pourquoi ? Parce que la flèche cervicale, elle va permettre de récupérer le positionnement du vestibule. Donc, vous allez avoir des compensations qui vont se faire. Et on voit bien dans les scolioses, quand il y a un dos très plat, eh bien, on va avoir une syphose cervicale qui va progressivement récupérer quand on arrive à reconstituer la syphose. Donc, mécanisme d'adaptation. Plus intéressant, le positionnement du haut du tronc, donc sagittal vertical axis, c'est une valeur qui va se faire en centimètres, et c'est l'aplomb de C7. On prend le centre de C7 et on trace la verticale, et normalement, l'idéal, c'est le bord postérieur du sacrum. Si c'est en avant, c'est positif. Si c'est en arrière, c'est négatif. Il y a des oscillations autour du bord postérieur. Les valeurs limites chez l'enfant, c'est plus ou moins 2,5 cm. Chez l'adulte, ça peut augmenter un petit peu et ça va se modifier avec l'âge. Élément très important, c'est ce pendule qui va se faire de cette position du haut du rachis, ce balancier. Vous avez chez le petit enfant, avant l'acquisition de la marche, eh bien, on va avoir une grande antériorisation. Le SVA va être très très important. Et puis il va se réduire progressivement avec l'acquisition de la marche. Et puis tant qu'on n'a pas une acquisition vraiment de marche proprioceptive, pendant les 5 premières années, on va avoir besoin d'un petit starter pour déclencher le pas. Et donc le SVA va être encore un petit peu positif chez le petit enfant. Et puis chez l'enfant, normalement, le SVA, il est soit à 0, soit il est plutôt négatif. Et puis, bien sûr, on va avoir des SVA très négatifs chez des adolescents. Et puis, quand vous vieillissez, on y reviendra tous, eh bien, le SVA va repartir vers l'avant. Et quand on perd l'équilibre, eh bien, on se retrouve avec un SVA comme le petit. Retour. Le positionnement du haut du tronc, donc, c'est le SVA, mais pendant longtemps, on n'avait pas la chance d'avoir EOS, donc on n'avait pas une valeur en centimètres. Et pour pouvoir comparer sur des radiographies avec des agrandissements différents, on utilisait un angle, et on l'utilise encore toujours, c'est la JIT en T1. Alors c'est exactement la même chose, sauf que la JIT, elle va être inversée, c'est-à-dire qu'en avant, c'est négatif par rapport à la verticale, en arrière, c'est positif. Donc c'est le centre T1, le centre des têtes par rapport à la verticale. Mais c'est la même information que le SVA. Valeurs limites, je ne vous les ai pas dit, moins 1 degré en avant et 4 degrés en arrière. On parle d'antériorisation ou de postériorisation.
Un outil très solide qu'on utilise pour le plan sagittal pour repérer le centre de gravité. Alors Madame Duval-Beaupère aussi, elle avait montré que le centre de gravité, il se situait en avant de la vertèbre T9. Alors nous, on n'utilise pas l'avant de la vertèbre T9, on va prendre le centre de T9. Vous voyez, on va le centre des têtes par rapport à la verticale et on va avoir un angle qui va s'ouvrir vers l'arrière ou vers l'avant et que l'on va appeler la gîte, qui est la gîte en T9. C'est solide et c'est assez fiable. On est toujours aux alentours de 10 degrés, on va de 8 à 12 et on parle d'antériorisation ou de postériorisation si l'angle se ferme ou va s'ouvrir. En résumé, l'organisation sagittale, vous allez avoir la clé de l'organisation avec le bassin, le positionnement du bassin avec la version pelvienne, les conduits auditifs qui vont vous donner l'alignement des conduits auditifs. Le haut du rachis, c'est le SVA ou le AT1, la gîte en T1, et la gîte en T9 qui va vous donner le centre de gravité. Peut-être le moins intéressant, les paramètres rachidiens purs, c'est la mesure de la syphose et de la lordose. Alors, deux positions, soit vous êtes anatomique, il est classique, T1, T12, beaucoup plus intéressant la méthode fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va repérer la syphose entre les vertèbres, on va voir jusqu'où la syphose descend entre les vertèbres les plus inclinées, et de la même façon par rapport à T1. Et puis la lordose, ça va être la vertèbre la plus inclinée par rapport à S1. Alors, ces éléments vont pouvoir nous faire déterminer des morphotypes normaux, mais ça, on va vous en parler après. Ce rapporteur, donc en fonction de l'incidence pelvienne, vous allez avoir la version pelvienne, la pente sacrée et la lordose lombaire qui vont vous donner le complexe lombopelvien. Alors, on a vu plein de choses, on a vu la face, on a vu le profil, mais il va nous manquer, c'est un objet 3D, donc il nous manque une chose très importante, la top view. Et la top view, hélas, sur la radiographie de face et de profil, on ne l'a pas. La seule façon d'avoir la top view, ça va être de faire une modélisation et de pouvoir récupérer la vision de la scoliose par le haut. Alors ça, c'était l'élément très cher à M. Dubousset. Il a beaucoup travaillé avec ça. Et c'est Tamassilèche qui a défini les vecteurs qui sont un élément capital quand on surveille des scolioses. Ça va être donc on a face, profil et la top view et on va avoir par rapport aux têtes fémorales le positionnement des vecteurs de votre scoliose qui vont vous permettre de voir comment la scoliose, l'objet 3D est positionné dans l'espace. Et ça a un intérêt aussi dans l'évolutivité des scolioses. Un petit exemple simplement de l'intérêt de la top view. Vous voyez cette scoliose-là, on va la mettre dans le corset. Et là, on voit que le corset, il est bien fait. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu sur la ligne médiane. On a ramené tout sur la ligne médiane. Et c'est sûr, on avait réduit l'angle. Mais de voir ça, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus appréciable. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Ménard-Sénard. Merci à vous. Et c'est vrai que ce plan horizontal très cher à Monsieur Dubousset, Jean Dubousset me disait, parce que j'ai fait une petite interview de lui qui est disponible sur YouTube si vous regardez à Spine Community. J'en profite pour faire une petite pub. Pour lui, le plan le plus important, c'est vraiment le plan horizontal. Et on va poursuivre par une présentation qui est très chère justement à Monsieur Dubousset, et c'est au contact de Jean Dubousset, de Jean-Pierre Farcy, de Virginie Lafage qu'on avait eu cette idée, notamment pour le topo de la lecture, la Harrington lecture de Jean-Pierre Farcy à Anchorage en 2014 sur cette confusion entre alignement et équilibre. Renan en a brièvement parlé tout à l'heure, mais on va s'y plonger avant la pause. Alors, on commence par cette image de Hervé Petit, en bonne ou en mauvaise posture, je ne sais pas. Donc en 1974, il a traversé illégalement les deux tours jumelles du World Trade Center sur un filin. 8 allers-retours, 45 minutes d'équilibrisme, des photos à genoux.
Et c'est vrai que donc sans aucun filet de sécurité, bien entendu, ça illustre un petit peu l'importance de la composante dynamique, parce que l'alignement, en fait, c'est vraiment quelque chose de statique. Et en congrès, on entend encore des orateurs qui parlent, quand on regarde des radiographies EOS, d'équilibre sagittal. La sémantique est importante. Et s'il y a bien une chose que vous pouvez retenir de mon topo, on a retenu, Emmanuel, les classifications, bon, on les utilise un petit peu pas trop, mais s'il y a une chose qu'il faut retenir de mon topo, c'est que l'équilibre et l'alignement, c'est pas pareil. L'alignement, c'est une composante de l'équilibre. L'équilibre, en fait, c'est un concept multimodal, multifactoriel, qui met en jeu de nombreux mécanismes. En fait, l'équilibre, vous pouvez voir ça, la stabilité dans le mouvement, c'est ce que disait aussi Renan, ça a un rapport avec la consommation d'énergie, parce qu'en fait, le sujet âgé, il a une fatigabilité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre de consommer beaucoup d'énergie, donc il prend des postures de compensation. Alors, on peut commencer par l'acquisition locomotrice. Alors, c'est intéressant, ça rejoindra, je vous dirai tout à l'heure ce que disait Laurence Ménard. Cette acquisition locomotrice, elle se fait au fil des âges, au fil de l'âge. Et alors, c'est une théorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à l'époque des fake news, etc. Mais le dogme aujourd'hui de la théorie de l'évolution, c'est une évolution qui part des primates. Alors, il y a une bagarre pour connaître le chaînon manquant, c'est-à-dire l'individu qui fait le lien entre les primates et les hommes. Mais globalement, on pense, c'est pas la vérité, mais c'est le dogme, on pense que l'évolution s'est faite entre les primates et les hommes par des adaptations du squelette, avec le passage d'un squelette à la forme de C à un squelette avec des courbures. 7 millions d'années, on ne peut même pas imaginer, moi j'ai du mal à imaginer, je ne me rappelle plus d'hier, donc je ne sais pas trop, jusqu'à aujourd'hui, avec effectivement une adaptation qui, selon le dogme, se fait surtout par rapport à l'environnement. C'est une adaptation où progressivement, l'homme va libérer ses mains. En fait, il démarre à quatre pattes, il libère ses mains, et le fait de libérer ses mains lui permet d'aller chercher des objets, d'aller voir plus loin dans la savane pour voir ses prédateurs. Il libère ses mains aussi pour développer l'attachement conjoint et la protection de ses enfants. Il libère ses mains peut-être pour développer l'amour. Ça, on va encore plus loin. Et pour libérer ses mains, en fait, il va mettre en arrière son bassin, créer des courbures, notamment des lordoses, la lordose lombaire, adapter son fémur. Et c'est Eugène Dubois qui découvre l'Homo erectus avec un homme, alors ça doit être aux alentours de 2 millions, voilà, à peu près 2 millions d'années, qui a une locomotion bipède exclusive, et la bipédie exclusive fait partie des caractéristiques humaines. On voit aussi en parallèle à ça, comme il libère ses mains, il va libérer peut-être un petit peu son imagination, et on voit la boîte crânienne qui s'élargit pour faire place à un cerveau un petit peu plus grand. Et on peut faire le parallèle de cette évolution ontogénique avec l'évolution phylogénique. En fait, effectivement, le bébé, quand il commence à acquérir la marche, progressivement, son incidence pelvienne, sous l'influence des muscles érecteurs du rachis, son incidence pelvienne va grandir. C'est-à-dire que les érecteurs du rachis vont un peu tirer sur le sacrum, et ça va créer la forme du bassin. Et l'idée, c'est qu'il va progressivement stabiliser et verrouiller son pelvis. Alors, il y a des travaux, notamment de Christine Tardieu, d'Assaillante, qui montrent un petit peu les forces qui se propagent et qui permettent d'acquérir une bipédie, puis la marche avec l'amélioration et le contrôle à l'âge adulte. Et c'est là où on voit que, en fait, l'évolution du bébé, c'est une évolution en miniature de notre évolution du dogme tout au long de ces millions d'années.
Alors des facteurs posturaux, on a commencé un peu les détailler sur le plan osseux et radiologique. Renan parlait aussi de l'importance de la chape musculaire dans ces facteurs. Et on a finalement la classification de Schwab qui nous a déterminé des facteurs de déformation, des facteurs de compensation et des facteurs globaux. L'objectif, ça aussi c'est un message très important, l'objectif de l'homme, c'est de garder un regard horizontal pour voir les animaux de la savane ou les black blocs et d'avoir une posture érigée en maintenant sa bipédie. Donc ça, c'est vraiment les deux facteurs qui vont expliquer les moyens de compensation, notamment chez le sujet âgé. Le sujet âgé, son rôle, même quand il a une diminution de lordose parce qu'il a une discopathie, son rôle, ça va être de garder un regard horizontal. Donc en compensation, il va augmenter sa lordose cervicale pour pouvoir bien voir son environnement. Alors, le cône d'économie de Jean Dubousset, ça c'est une fondamentale. Un cône d'économie qui, avec le temps, finalement, va être bien équilibré, avec une consommation minimale d'énergie. Et puis, avec le temps, cette consommation d'énergie, elle va augmenter pour garder la posture érigée. Il y a un paramètre qu'un de mes grands amis, Bassel Diebo, avait créé en 2014. On était coloc et on travaillait chez Virginie. Et moi, je prenais des apéros. Lui, il faisait des crowbars sur des cahiers. Et il s'est pris la tête et il s'est dit, mais en fait, dans les paramètres, on a l'incidence pelvienne et la lordose lombaire. Le malade perd de la lordose lombaire. Et donc, du coup, il y a un paramètre l'incidence pelvienne reste fixe. Donc du coup, il y a un paramètre d'incidence pelvienne moins lordose lombaire qui va augmenter. Ça, c'est Ashish Patel, qui est un des autres élèves de Virginie Laffage, qui l'avait développé, et qui l'avait aussi corrélé au score de qualité de vie. C'est le paramètre de déformation. C'est-à-dire que le paramètre incidence pelvienne moins lordose lombaire, il augmente quand le malade a son générateur de déformation, qui est souvent un générateur de dégénérescence lombaire. Pour garder la posture érigée, il va mettre en œuvre des moyens de compensation. La rétroversion pelvienne, c'est-à-dire qu'il va essayer de mettre son bassin vers l'arrière pour garder le regard horizontal, et aussi la flexion de genou. La résultante de la déformation et de la compensation, c'est le SVA. C'est-à-dire que le SVA, il est en fait, il résulte de la déformation et des efforts pour garder le regard horizontal. Donc, on peut avoir des malades qui ont un SVA à moins de 4 cm. Donc on se dit le global est bien, mais ils ont des paramètres de compensation qui sont très très élevés. Et donc ils sont en consommation d'énergie maximale pour garder la posture érigée, le regard horizontal. Et il avait réfléchi à un angle, qui peut être aussi un angle global, qui est un peu l'angle, il m'avait dit, it's the fan. The fan, c'est l'éventail. Dans le cône d'économie, il avait fait un éventail entre T1, les genoux, et le coin postéro-supérieur du sacrum. Cet éventail nous montre où en est le malade sur le plan de à la limite entre l'équilibre et l'alignement. Alors l'équilibre, bien sûr, il est aussi biologique, avec toutes les synapses, des signaux bioélectrochimiques qui sont traités avec des réponses de rétrocontrôle. C'est un petit peu complexe dans la tête d'un artisan périgourdin, mais on sait que ça existe. Il y a l'importance du neurosensoriel. Ça aussi, c'est fondamental chez le sujet âgé, parce que finalement, chez le sujet âgé, il a une dégénérescence vertébrale, mais il a aussi des dégénérescences avec des problèmes ophtalmo, il a des problèmes d'oreille interne, il a des problèmes aussi ligamentaires, il peut avoir des traumatismes. Et cette figure de Tran nous montre aussi l'importance du complexe neurosensoriel dans l'équilibre. Et puis l'émotionnel. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. On ne dit pas par hasard, j'en ai plein le dos, mettre les gens dos à dos et j'ai les nerfs. Celle-là, je la sors à une consultation, allez, 90% de mes consultations. C'est la dernière chose que je dis.
Je sais que j'en ai pour 5 minutes parce que le malade... Ouais, docteur. Et oui, parce que ceux qui viennent nous voir en consultation, ils ont un problème. Ils viennent pour des douleurs ou des pertes de performance, mais ils ont plein d'autres problèmes. Ils ont une expérience de vie qui a entraîné des émotions négatives et positives qu'ils ont souvent essayé de mettre sous le tapis. Et puis, il y a différents types, on pourra en parler, de malades. On est en train de travailler ça avec Bertrand de Bonneau. On essaye de voir quelles sont un peu les personnalités des malades qui viennent nous voir à la consultation. Souvent, quand même, ils viennent les épaules un petit peu en avant, avec une posture où on sent qu'ils ont une charge mentale qui est très élevée. Et ça aussi, c'est un axe thérapeutique qui est fondamental. Plus de 75% des malades, ils filent chez ma sophrologue. Parce que la dimension émotionnelle, la dimension... je préfère dire émotionnelle que psychologique, parce que psychologique, on est fou. Non, tout le monde a des charges mentales, tout le monde a de la charge mentale. Et donc cette dimension émotionnelle est très très importante à prendre en compte dans la prise en charge du malade. Et à mon avis, elle fait partie intégrante de l'équilibre multidisciplinaire. Alors, quand ça commence à s'user, parce qu'ils viennent bien sûr avec des colonnes vertébrales usées, on a une usure organique avec cette courbe qui avait été proposée par Virginie. À partir de 30 ans, on commence un petit peu à avoir les télomères qui diminuent. Donc on a les premières images radiologiques de dégénérescence. C'est une controverse. Il y a certains collègues qui disent c'est une ride. Non, c'est pas une ride. Je veux dire, un disque noir, c'est pas une ride. Un disque noir, c'est un disque qui commence à s'user. En tout cas, moi, je suis assez tranché là-dessus. Il peut ne pas être symptomatique, ce disque, mais il est là. Il est quand même usé. Et j'ai pas en tête... Il y a certaines publications qui disent « Mais oui, mais en fait, le Pfirman, il peut un peu s'améliorer. » Non, le Pfirman, moi, j'ai jamais vu un Pfirman s'améliorer. J'ai jamais vu un disque noir redevenir blanc. Alors, j'ai que 6 ans d'expérience, hein. Je vais peut-être voir des surprises, mais pour l'instant, j'en ai pas vu. Et pour moi, un disque noir, c'est le début de l'usure. Donc, il faut le prendre en compte chez le sujet jeune et très rapidement mettre en place des moyens de prévention. Allez, la salle, là, le gainage, là, on y va. Il faut mettre un préparateur physique, là, chez vous, là. Il faut lutter contre la sédentarité. Je leur dis toujours mon exemple. Moi, je suis gros. Je sais pourquoi je me suis installé en Périgord. J'aime manger. Et j'aime manger de la viande. Ça va peut-être pas durer. Mais par contre, j'ai mon coach de tennis le lundi soir qui me met une branlée. J'ai mon gainage le matin avant ma douche. Et j'ai mon prof de boxe qui vient le vendredi matin chez moi. J'ai pas le choix. Je me mets en place des systèmes d'entretien musculaire qui font que je suis pas la meilleure version de moi-même. Si vous êtes gentil, je vous montrerai comment j'étais à 18 ans. Mais j'essaye de compenser le fait que j'ai un bon coup de fourchette et que les restaurateurs sont ravis de me voir par un entretien musculaire, parce que cette fonction musculaire, elle est fondamentale. Alors, quand ça commence à dégénérer, et on a ça de plus en plus, pourquoi ? Parce qu'on a une population finalement qui vieillit, avec en plus de ça des exigences fonctionnelles de plus en plus élevées. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai des chasseurs de 80 ans qui ont des colonnes vertébrales dans des états pas possibles, et qui me disent moi je veux chasser. Hein. Ça veut dire je veux marcher mes 10 km. Le mec, il a 80 ans, il a une scoliose avec une sténose multi-étagée, on voit plus les nerfs. Où sont les nerfs ? Et il me dit je peux faire que 3 km. Normalement j'en fais 10 sur ma session de chasse. Alors, effectivement, ça pose des soucis, parce que si vous lui proposez un montage long avec quelque chose d'agressif, je sais pas trop, il va peut-être rester en poste fixe. C'est des considérations thérapeutiques, on pourra en discuter. Mais globalement, avec l'âge, on a moins de perception, on a un bloc neurosensoriel qui est moins performant, on a une cognition altérée. Souvent, on a une charge mentale, on a des émotions aussi qui sont altérées avec l'âge, parce qu'on se voit justement, on a le temps en Occident de se voir de plus en plus handicapé, et on a une action, on a une réaction et des boucles de rétrocontrôle biochimiques et neurosensorielles qui sont inappropriées. Il y avait cette étude qui était assez intéressante. Alors elle est intéressante sur plusieurs thèmes, parce que c'est un Américain qui s'est amusé à filmer les couloirs des services de gériatrie aux États-Unis. Éthiquement discutable. Mais il a remarqué que les facteurs de risque de chute
dans les EHPAD, il a déterminé justement en filmant ces malades, les facteurs de risque de chute étaient associés à plusieurs facteurs. Là, on voit bien, il y a une gîte antérieure, il y a une dégénérescence squelettique, il y a sûrement une sténose, le signe du caddie, nous on appelle ça plutôt le signe du comptoir, c'est-à-dire que je me mets en avant pour libérer ma sténose, je suis obligé d'avoir un déambulateur, et il y a des facteurs biocomportementaux. En fait, cette chute, elle est créée par un changement de direction. C'est-à-dire que la dame, en fait, elle marche, et au moment de changer de direction, hop, elle a son centre de gravité qui part en arrière et elle tombe. Donc là aussi, on comprend la multidisciplinarité de l'équilibre. Alors, Jean-Pierre Farcy, c'est quelqu'un de très important pour moi. Je l'ai interviewé il y a 2 ans, il sera en ligne sur YouTube aussi. Une vie extraordinaire et il a un concept multidisciplinaire de l'équilibre qui, à mon avis, est comment dire, complet. Et on va diffuser l'interview de Jean-Pierre Farcy qui dure environ 2h30 et qui explique bien le fondamental de l'équilibre, mais aussi le fondamental de l'entraînement. Je pense que la personne âgée, il faut la stimuler. J'ai beaucoup de personnes âgées, je les fais bouger, je leur propose notre préparateur physique à Périgueux, on a maintenant un nouveau centre avec une salle de gym, et je leur dis, le ciel c'est la limite. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à marcher 30 mètres, vous avez une dégénérescence musculo-squelettique majeure, mais on va se mettre des objectifs fonctionnels. On va se mettre des objectifs fonctionnels qui vont être progressifs, qui visent à améliorer vos douleurs, alors, infiltration, médicaments, ceinture, chirurgie, parce que le sujet âgé, il faut quand même pas hésiter à lui proposer des gestes chirurgicaux quand il y a des sténoses, voire même des gestes de correction, ça aussi on pourra en discuter. Et puis, se donner un agenda, un calendrier. Aujourd'hui, vous marchez 50 mètres, l'objectif dans 3 mois, c'est que vous soyez aux alentours de 200 mètres. 6 mois, si vous arrivez à faire le kilomètre, si vous faites le kilomètre, vous êtes une personne âgée, vous pouvez vivre quasiment normalement. Vous pouvez faire vos courses, vous pouvez aller voir votre famille, vos amis. Et après, le ciel, c'est la limite. Et je pense que cette notion de multidisciplinarité, c'est une notion vraiment pratique que vous devez avoir à la consultation. Et sur ce, je vous remercie.